Bonjour Franck Philippot. Bonjour. Bonjour Agnès Jonker. Bonjour. Alors Franck Philippot, vous êtes commissaire de l'exposition Confidences d'Outre-Tombe, c'est bien ça? Je suis un des commissaires de l'exposition. Agnès Jonker, vous êtes plus chargée de communication. De la communication pour le musée Dauphinois. Alors on va parler de cette exposition intitulée Confidences d'Outre-Tombe. Elle a été inaugurée le 20 décembre dernier, donc au musée Dauphinois. Alors expliquez-moi un petit peu en quoi elle consiste cette émission, parce que Confidences d'Outre-Tombe, c'est quoi? C'est les morts qui se réveillent, qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition? L'exposition s'intitule Confidences d'Outre-Tombe parce que on va être à l'écoute de ces squelettes, de ces restes humains. Parce que ces squelettes ont beaucoup de choses à nous révéler, à nous dire, à nous confier. Et on a voulu jouer ce jeu un peu intriguant de la parole qu'on aime bien entendre, ce patrimoine que l'on appelle immatériel au musée Dauphinois, au musée de société. Et le pari était aussi de faire parler ces restes humains qui nous sont parvenus aujourd'hui au XXIe siècle. Mais comment est-ce que vous avez eu l'idée finalement de ce thème-là ? Les restes humains font partie d'un témoignage de l'histoire. Ils révèlent des vies passées de communautés sur un territoire. Et il est pour nous important de contribuer à dresser ces portraits des populations passées, des vivants, à travers tous les objets matériels et immatériels, que ce soit une poterie, que ce soit un tableau, que ce soit un livre, et aussi les os. Et les os, on les présente très très peu en réalité. En tout cas, au musée Dauphinois, on a une grande nécropole à proximité, au musée archéologique Saint-Laurent, rue Saint-Laurent, c'est nos voisins. Ouais. Et il était important pour nous de refaire un point sur ces paroles que pouvaient tenir ces ossements. Et l'idée était de croiser des regards. En insistant sur la possibilité, sur même l'invitation à aller au musée archéologique Saint-Laurent de Grenoble, en découvrir de plus nombreux, puisque la plupart des squelettes présentés dans l'exposition proviennent du musée archéologique, mais il y en a plus encore là-bas. Ouais. Et donc, on invite le public à aller les découvrir. C'est ça, parce qu'en fait, vous avez travaillé en partenariat avec le musée archéologique de Grenoble, mais pas seulement, la casemate également. Le musée archéologique de Grenoble nous a, entre guillemets, fourni cette matière première d'ossements, de restes humains, puisqu'il y a plus de 1500 squelettes qui ont été exhumés de cette nécropole. Et puis, en effet, pour faire parler les squelettes, les scientifiques ont les moyens de les faire parler, les moyens scientifiques, les outils, les instruments, les disciplines. Donc, c'est vrai que l'apport de la casemate a été fort important parce que cela permet de montrer aux visiteurs les dispositifs scientifiques qui permettent de révéler certains caractères de nos ancêtres. Quel âge ont-ils? De quel sexe sont-ils? Leur stature? L'alimentation, la richesse de l'alimentation, est-ce qu'ils ont eu des traumatismes, etc. Donc plein d'éléments, plein d'indices scientifiques, mesurés par de la spectrométrie, mesurés par des mesures physiques d'observation, par la mesure de l'ADN, par le collagène pour les dents. Donc le CCSTI a permis d'avoir ce regard scientifique qui a complété le regard archéologique du musée Saint-Laurent et qui, par la vie en société de nos ancêtres, on a pu, nous, apporter le regard, disons, ethnographique, anthropologique. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert, finalement, grâce à... Est-ce que vous-même, vous avez appris des choses en préparant cette exposition, et qu'est-ce que vont apprendre les spectateurs, les visiteurs? Plein de choses. Notamment sur l'évolution des modes d'enfouissement. Là, je vais te laisser la parole, Franck. Mais... Oui, c'est vrai que les enseignements sont multiples parce que les squelettes issus notamment du site de Saint-Laurent et puis d'autres en Isère s'échelonnent sur une période qui va du Paléolithique. L'ancêtre le plus vénérable et ancien que l'on accueille s'appelle Alexandre, il a plus de 10 000 ans, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc on a une grande chronologie. Comme le disait Agnès, c'est un enseignement sur les modes d'inhumation et du respect que l'on a vis-à-vis des défunts, que les vivants expriment pour les défunts, avec les rituels, avec des rituels qui vont changer à travers les âges, à travers les siècles, mais aussi on peut avoir ce regard à travers la société, puisque selon son niveau social, on n'aura pas la même sépulture. Les mausolées pour les plus riches et l'enfouissement en pleine terre pour les moins riches, disons.
Alors, sous-tendu à tous ces squelettes, il y a évidemment la question de la mort qui est présente. Jean Guibel, le directeur du musée dauphinois, expliquait que la mort, maintenant, on la cachait. Est-ce que le but de cette expo, c'est aussi finalement de dédramatiser un petit peu la chose, de voir que avant on en parlait peut-être un peu plus, qu'on avait un regard un peu moins pudique? Les rites et le rapport à la mort ont évolué, ont pris différentes formes. C'est vrai qu'en remontant sur des périodes même les plus proches, on voit qu'il y avait les cérémonies, les veillées funéraires. On allait voir le mort à son domicile, le défunt. Puis ensuite, il y avait le cortège pour l'enterrement avec les grands pompes, les pompes funèbres, avec les pompons, les dômes sur le corbillard, les corbillards tractés par les chevaux. Donc il y avait un rapport à la mort certainement plus direct, moins caché. Aujourd'hui, c'est vrai que, comme pour les naissances, on passe par des structures pour les naissances par l'hôpital. Pour les défunts, on passe par les salles mortuaires, etc. Donc c'est beaucoup plus encadré, plus aseptisé aussi. On fait plus le chant funéraire à proprement parler dans la majeure partie des cultures, il y aurait certainement dans certaines cultures, mais en effet c'est assez caché. Cependant, on voit par des traces, par des usages, aujourd'hui de la figure du crâne et du squelette, qu'on cherche toujours cette relation, que de toute façon on est vivant et on sait que l'on va mourir, chacun, et la prolifération de l'image du crâne et du squelette est partout dans la société, sur les t-shirts, sur les bouteilles de bière, etc. etc. D'ailleurs, le musée dauphinois l'a mis à l'honneur avec la contribution de... La collecte de la mort. La collecte de la mort, où effectivement on voit ces figures de squelettes, de crânes un peu omniprésents, c'est un peu paradoxal aussi finalement. Pas du tout, parce que je pense que c'est pas paradoxal, parce que il y a toujours ce rapport qui est presque une tradition de la représentation aussi, très très tôt, notamment dans les grandes épidémies, au Moyen-Âge, à la Renaissance. On a figuré la mort. Peut-être pour mieux l'affronter, mieux la représenter, mieux apprécier la vie. Le carpe diem. Tout à fait. Nous savons que nous allons mourir, alors profitons de chaque instant du présent. Et on constate, si on fait un bref recul, ne serait-ce que dans l'histoire de l'art, l'omniprésence de ces représentations, dans la liturgie, puisque sur les chapelets, il y a des chapelets avec des crânes. Sur les costumes liturgiques aussi figurent les crânes et les tibias croisés. Et j'aime rappeler que les Frères Lumière, par exemple, ont inventé le cinéma où les premières projections publiques datent de 1895, et seulement 2 ans après, ils font danser un squelette à l'écran. C'est déjà le jeune premier qui danse et qui est représenté sur l'écran. Effectivement, cet aspect de l'art, il est également représenté dans l'exposition, puisqu'il y a des artistes qui se sont prêtés au jeu avec des crânes, justement. Oui, nous leur avons confié par le biais d'un enseignant aux Beaux-Arts à Grenoble, Fabrice Nesta, nous leur avons confié la réplique d'un crâne en plâtre blanc dont ils se sont emparés. 42 artistes ont bien voulu refaire une vanité, une vanité très contemporaine donc. Et c'est très étonnant parce que chacun effectivement a donné son regard qui n'est pas semblable à celui de son voisin ou ami artiste. Et c'est vraiment une très très belle catacombe artistique que nous avons pu construire au musée dauphinois. Est-ce que vous, l'un et l'autre, vous avez une petite préférence pour un crâne en particulier, lequel vous a le plus touché ou surpris ? Tous sont surprenants, très honnêtement, vraiment tous sont surprenants. Je n'attendais pas autant de diversité. Et autant de symboles forts. Franchement, moi, je n'avais pas tellement d'idées sur une vanité contemporaine. Je la voyais bien traverser l'art, mais je ne la voyais plus tout à fait aujourd'hui, puisque pour moi, et c'est ce qu'on constate aussi beaucoup dans l'exposition, peut-être que le crâne n'est plus aujourd'hui le symbole d'une certaine rébellion quand même. Et ces artistes ont interprété tellement différemment cette vanité que je ne pourrais pas accorder une préférence sinon sentimentale, parce qu'il y en a d'autres que je connais. Mais non, franchement, on a été très étonnés et eux-mêmes étaient étonnés de retrouver l'expression artistique de personnes qu'ils connaissaient aussi. Ils se sont surpris les uns les autres. Oui, complètement, vraiment. Ils se sont surpris, ils se sont beaucoup observés les uns les autres. Ils ont cogité beaucoup aussi, puisqu'ils nous ont aussi
fait des confidences, qu'ils ils ont replongé dans cette culture de la vanité, du memento mori, et apporté leur regard avec leur singularité propre. C'était aussi, je pense, un défi pour chacun. En tout cas, avec Fabrice Nesta, ce que je pense que nous avons réussi en créant cette installation qui s'intitule Crâne 42, la catacombe artistique au musée dauphinois, c'est aussi d'établir des passerelles et des ponts avec l'exposition, avec les différentes séquences, puisque certains vont évoquer la fouille, vont pas forcément parler de la vanité, mais de la fouille archéologique. Le squelette, c'est celui qu'on déterre. D'autres vont parler de la vie. D'autres vont vraiment maltraiter le crâne. Ils vont le scier. Le pire, c'est le râper. L'anéantir. L'anéantir. Est-ce qu'on tue la mort symboliquement? Enfin, c'est des actes qui sont assez forts. D'autres les recouvrent. Il y a tout un ensemble de crânes recouverts de mousse, de viande de porc, ou d'autres joyeusetés comme ça. Et ça montre aussi un autre rapport à notre surface, à notre peau, à notre squelette qui porte la vie, qui est la structure de la vie. Voilà. Moi, il y a aussi un crâne que j'aime bien, je vais en dire un. Pourtant, c'est un artiste que je connais pas plus que cela, mais je suis content de l'avoir rencontré par ce crâne. C'est celui de Jean-Pierre Ardito, qui s'intitule La dernière image. Et il a placé 2 billes de verre dans les orbites du crâne de plâtre blanc, qui sont éclairées par des LED à l'arrière. Et on devine un paysage un peu flou. Et cette dernière image est la dernière image vue par la personne qui est décédée. Alors, quel retour vous avez de la part des spectateurs, des visiteurs de l'exposition? Les retours ont été immédiats. Le livre d'or est déjà recouvert de leurs commentaires. Les enfants, beaucoup. On pourrait croire que ça puisse leur faire peur, des choses comme ça. Alors pas du tout. La mort ne fait pas peur aux enfants. De toute façon, ils la côtoient, comme on le voit bien dans l'exposition aussi. Ils la côtoient très tôt dès leur jeu. Il y a les poupées Skeletta, les mobiles, les Lego, les jeux, les corbillards en petites voitures miniatures. C'est ça. Bref, le squelette et le crâne sont partout. Donc non, la mort ne leur fait en général pas peur. C'est désincarné sûrement pour eux. Et puis, les dispositifs numériques installés par la casemate CCSTI leur permet d'abord de comprendre ce qu'est l'archéologie, ce qui est quand même important, c'est très pédagogique. Oui, bien sûr. Et évidemment, ce sont des jeux, donc ils s'en emparent tout de suite, ils comprennent à la seconde ce qu'il faut faire. On voit qu'ils ont l'habitude du numérique, des jeux interactifs, tout ça. Et donc, déjà, le jeune public met des commentaires avec quelques petites fautes d'orthographe, savoureuses, savoureuses, et puis des dessins surtout de squelettes ou de crânes qui sont étonnamment bien reproduits, par exemple. Et les adultes ont tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait à mêler comme ça 3 institutions, 3 regards différents, un regard artistique. En gros, tout le monde s'y retrouve. C'est ce qui est important, c'est ce qui nous met en joie. Effectivement. Et de revenir avec les petits-enfants et de venir avec telle personne qui sera plus intéressée par le scientifique ou par l'artistique. Voilà, c'est ce qui nous renvoie. On apprend beaucoup de choses dans l'exposition. Et une des conclusions aussi marquée par les visiteurs et qui est très forte, c'est qu'ils ont bien compris que se pencher sur les morts, c'est parler de la vie. Et que c'est un regard sur ces différentes vies qui ont été expérimentées par les populations d'autrefois. Et un des qualificatifs qui revient souvent, c'est exposition très vivante pour nous les vivants. Voilà. Très bien. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut la voir, cette exposition? Une bonne année, disons que... Une bonne année, c'est qu'à de le dire en ce moment, mais une année pleine en tout cas, voire les vacances de Noël de la fin 2015. Donc rendez-vous jusqu'en 2016. Sûrement, au minimum. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous.